Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, un épisode spécial Journée internationale des droits des femmes. Je vais vous lire un petit texte que j'ai écrit à l'occasion et en deuxième partie de ce podcast, vous lire, comme à l'accoutumée, un extrait du livre L'éveil des consciences. Aujourd'hui, le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Le 8 mars est une journée d'action, de sensibilisation et de mobilisation dédiée à la lutte pour les droits des femmes, l'égalité et la justice. Ce n'est pas une journée de pétales de roses et de cadeaux. Cette année, compte tenu de la pandémie, plusieurs manifestations auront lieu en ligne. Qu'elles soient des féministes convaincues ou des femmes engagées, les femmes, depuis bien plus longtemps que la première manifestation, sont des héroïnes de tous les jours. Qu'elles soient des femmes politiques, écrivaines, comédiennes, dessinatrices, mannequins, sociologues, chroniqueuses, blogueuses et même femmes au foyer, leur combat pour plus d'égalité hommes et femmes n'a de cesse de faire couler de l'encre. Mais là encore, qu'en est-il de la place de la femme marocaine dans l'espace public ? Au vu des gros titres de journaux, elle a régressé. Il ne se passe pas une journée sans qu'une femme ne se sente mal à l'aise, par un regard insultant, des paroles rabaissantes, des harcèlements et des actes indignes d'une société qui se veut progressiste. Où est la justice ? Là encore, aux abonnés absents lorsqu'une victime se transforme en coupable lorsqu'elle porte plainte. Il est bien normal de constater que le silence et la chouma et des qu'en dira-t-on prennent encore une fois le dessus. Jusqu'à quand ? Tant que les actions de sensibilisation et les associations en manque de moyens et de soutien, rien ne changera. Il faut des sanctions lourdes et exemplaires. Droits des femmes et nouveau monde. Les femmes ont un puissant pouvoir inexploité et dans ce nouveau monde qui se profile, le tableau n'est pas tout noir. Un changement est en train de s'opérer et nous nous dirigeons vers un modèle matriarcal. Les hommes sages, éveillés spirituellement, laissent la place, petit à petit, aux femmes. Je le constate dans les différents événements auxquels j'assiste, où les femmes sont très majoritaires. Certaines manifestations, bien couvertes à tous, où il n'y a que 2 ou 3 participants masculins. C'est par le monde subtil, par des actions concrètes que le changement s'opère. Les femmes portent le monde, les femmes portent les hommes de demain. Elles ont le pouvoir de transformer le monde et vous avez toute ma gratitude et mon respect. En deuxième partie, j'ai choisi de vous lire un extrait du livre de Frédéric Delavier qui s'intitule « Pourquoi les femmes crient-elles pendant qu'elles font l'amour et se font inviter au restaurant ?» Qui, ayant peu vécu, n'a pas entendu un soir, dans le calme de la nuit, geindre et crier sa voisine sous l'étreinte amoureuse et les coups de boisson vigoureux de son amant. Ce comportement n'étonne plus, mais passerait pour anormal si ces cris et ces soupirs étaient produits par notre voisin. À la différence des hommes qui restent souvent silencieux pendant la relation sexuelle, les femmes sont au contraire souvent bruyantes. Les femmes, généralement dans l'incompréhension de la cause des choses et leur égocentrisme de génitrice, attribuent cela à de l'attention pour leur partenaire et un désir de les stimuler en leur montrant leur passion et le désir qu'elles portent à leur amant. Mais la vérité en est bien moins altruiste et bien plus pragmatique et découle directement de programmation comportementale héritée de nos lointains ancêtres.
Pendant des millions d'années, nos ancêtres vécurent avec une structure sociale relativement proche de celle des chimpanzés, c'est-à-dire un clan sans couple très marqué où les mâles défendent un territoire contre les autres groupes de mâles et où les femelles du clan élèvent et nourrissent seuls les petits. Dans ces conditions, chaque sexe essayait d'optimiser ses chances de transmettre la vie et le partage des tâches pour la survie des petits n'étant pas encore bien amorcé. Les femelles n'avaient pas encore besoin d'être nourries par les mâles et conservaient leur période d'œstrus, c'est-à-dire indiquer leur phase d'ovulation par des modifications de caractère physique visibles comme le rougeonnement et le gonflement des callosités fessières associées à une attitude marquée de disponibilité et de réceptivité amoureuse. Les périodes d'ovulation, donc de fertilité des femelles étant limitées, comparées aux mâles qui sont en permanence capables de transmettre la vie, les femelles n'avaient d'autre moyen pour optimiser leurs chances d'être fécondées, donc de pouvoir transmettre la vie et leurs gènes, que d'attirer pendant ce court laps de temps un maximum de mâles. C'est ainsi qu'indiquant aux mâles leur courte période de fertilité, par des modifications physiques ainsi que des changements d'attitude et de posture, les femelles y rajoutent pendant l'accouplement des cris. Un comportement bruyant permettant d'attirer un maximum de mâles pour recevoir un maximum de semences. Cette recherche reproductive génère donc deux comportements totalement opposés entre les mâles et les femelles, l'intérêt des uns n'étant pas l'intérêt des autres. Les mâles, pendant l'accouplement, essayent d'atteindre l'orgasme et l'éjaculation associés le plus vite et le plus silencieusement possible afin de ne pas alerter les autres mâles et d'éviter la venue de la concurrence. Les femelles, au contraire, poussent des cris pendant l'acte et sont souvent multi-orgasmiques pour attirer sur une période de temps plus longue un maximum de mâles et recevoir ainsi un maximum de semences. Si notre structure sociale a changé avec notre entrée en savane et l'acquisition de la bipédie constante, rendant les mâles, les mains libérées de la locomotion, plus efficaces pour aller chercher de la nourriture avec des bâtons et des cailloux dans les vastes espaces herbeux et la rapporter aux femelles et aux petits, les femelles quant à elles sont devenues par cette acquisition de la marche totalement bipède des êtres vulnérables et des proies potentielles pour les grands fauves, ne pouvant avec leurs petits dans les bras fuir rapidement ou se défendre comme les hommes avec des bâtons ou des projectant des cailloux. Les femmes, avec leurs petits dans les bras, ne pouvant plus s'éloigner sans risque des arbres où elles montaient pour échapper aux prédateurs, sont devenues dépendantes des hommes qui, eux, partaient en groupe et armés pour leur apporter de la nourriture. Ce fut le début du partage des tâches et de l'échange sexe contre nourriture, du sexe pour déstresser et relaxer le mâle qui a affronté le monde et ses dangers, de la nourriture pour la femelle bipède, avec son petit dans les bras, qui ne pouvait plus s'éloigner des arbres et des abris. Dans ces conditions difficiles où le partage des tâches était devenu fondamental pour la survie de l'espèce et où la relation mâle-femelle était basée sur l'échange sexe contre nourriture, une nouvelle sélection génétique s'opéra, la disparition chez les femelles des périodes œstrus indiquant la période de fertilité de la femme. Ce fut le groupe où les femelles avaient perdu les signes physiques et comportementaux indiquant aux mâles leur période de fertilité qui survécurent le mieux. Car les mâles génèrent une attirance non pas pour la femelle en période d'ovulation, comme leurs ancêtres, mais pour la femelle dans laquelle ils se vidaient et par laquelle ils se calmaient après avoir arpenté le dangereux monde, et qui ne s'offrait que contre des présents alimentaires,
donnant l'habitude au mâle de nourrir tous les jours celle qui s'offrait et non celle qui était en période de fertilité, permettant ainsi aux femelles d'avoir assez d'apports caloriques pour survivre et alimenter leurs petits sans trop s'éloigner des abris, en évitant ainsi de croiser des prédateurs. Si notre espèce a développé cette étrange sexualité permanente basée sur l'intérêt et l'acquisition énergétique pour la femme et sur la recherche obsessionnelle du plaisir calmant pour l'homme, il n'en demeure pas moins que l'intérêt final pour l'individu reste le même. Optimiser ses chances de survie et de transmettre ses gènes. Et si le monde a changé, de vieux comportements restent programmés en nous. Et la femme continue bien souvent à se faire inviter au restaurant et à laisser payer l'addition à l'homme avant de coucher. Et si nous entendons notre voisine gémir et crier en pleine nuit, ce n'est pas pour encourager son partenaire, mais inconsciemment, du plus profond de sa programmation génétique, pour attirer un maximum de mâles et recevoir le maximum de semences pour optimiser sa possibilité de se faire féconder et de transmettre la vie. C'est tout pour cet épisode. Je vous attends en commentaire. Namasté.